Trésor de Monsieur Mahé, le voilà. Voilà, ça c'est le compost qui est revendu. Un compost extrêmement apprécié par ceux des agriculteurs qui l'ont utilisé et qui nous en demandent. On nous en demande, mais on ne peut pas répondre à la demande. Là. Celles qui sont dans ce hall. En rupture de stock, parce que son beau TMB ne produit pas autant de compost qu'il le voudrait. En tout cas, pas d'assez bonne qualité. Car sa belle machine a des ratés. Une bonne partie de ce qu'elle produit termine sur ce tas, avec la mention « non conforme ». L'explication est simple, il contient trop de plastique. Pour obtenir la conformité de ces composts, on est obligé d'affiner et de réaffiner là-bas dans le hall d'affinage. Eh bien, l'affinage est tel qu'on en diminue forcément le lot. Et on doit être à peu près à 10% simplement, au lieu des 30-35% qui étaient prévus au départ. Résumons-nous. 10% de ce qui rentre dans l'usine est transformé en bon compost, au lieu des 32% promis par le constructeur. Monsieur Mahé a l'impression de s'être fait flouer. 60 millions d'euros investis dans ce TMB pour voir l'essentiel du compost finir à la décharge. Il y aurait comme un problème. Et qu'en est-il du bon compost produit par Monsieur Mahé dans sa belle usine? Eh bien, vous allez rire. Il y en a qui ne le trouvent pas si bon que ça. Des agriculteurs autour de l'usine qui voient d'un mauvais œil le terreau qu'on leur vend. La pluie est au rendez-vous. Petite pluie. Christian Dupont est un agriculteur à la retraite. Il habite juste à côté du TMB. Dans sa remorque, le compost vendu par l'usine. Bien sûr, il est conforme aux normes. Celui-ci là. Mais pour Monsieur Dupont, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il y a exactement concrètement dedans? Alors on sait de toute façon au visu déjà, on sait qu'on a du plastique, on le voit. Ah oui, là c'est un plastique ça. Encore un autre. Voilà encore un autre. Voilà encore. Du plastique. Ah, il y en a quand même, hein. Mais aussi d'autres produits pas vraiment naturels. Vous avez même de l'alu. Hein. Ici, là. Là, voilà encore un morceau d'alu. Est-ce que c'est grave qu'il y ait des morceaux de plastique? Ah oui, oui, c'est la terre. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais entendu dire que la terre se nourrissait de plastique. Pour vous, ça c'est un déchet? C'est un déchet. On ne peut pas faire un compost avec des produits qui rentrent dans l'usine qui ne sont pas nobles. On va se laver les mains. Et des Christian Dupont, il y en a de plus en plus en France. Et de plus en plus radicaux. Car la France compte une trentaine de TMB qui ont cette particularité. Produire un compost enrichi en alu et en plastique, mais parfaitement légal. La Drôme, c'est Terre Fertile. Son TMB, dernier cri. Et dans la campagne environnante, des paysans sur le sentier de la guerre. Au début, Stéphane Guillouet et son compère Bruno Darnaud de la Chambre d'agriculture étaient plutôt contents de pouvoir fournir ce compost bon marché aux agriculteurs. Mais ils ont changé d'avis quand ils l'ont fait analyser. Moi, je suis par exemple chez un agriculteur qui fait du maïs, qui va épandre entre 15 et 20 tonnes de compost à l'hectare, qui est une dose agronomique satisfaisante. Je vais apporter entre 300 et 400 kilos de plastique, de petits morceaux de plastique, de petits morceaux de verre, de coton-tige, de touillettes, des petits cafés que je bois. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, dans certaines... Pas acceptable. Alors ils ont fait passer la consigne à tous les agriculteurs de la Drôme. Pas question que les champs deviennent des terres d'épandage. Qui vont faire un tri quand même. Si ce n'est pas un compost, c'est vrai que les terres agricoles ne sont pas là pour accueillir tous les excès, on va dire, du citoyen ou l'excès des ordures ménagères des villes. Je crois que là-dessus, on fait une énorme erreur. Et d'autres départements ont suivi. Un produit que beaucoup refusent, fabriqué dans des usines qui coûtent très cher aux contribuables. S'agirait-il d'un gaspillage typiquement français? On est allé voir ailleurs. En Grande-Bretagne, ils ont aussi des TMB. Mais curieusement, ils ne font pas de compost. Dans la banlieue sud de Londres, nous avons rendez-vous dans cet énorme complexe à avaler les déchets.
Le comité d'accueil est franco-britannique. C'est Veolia, le groupe français, qui a construit ce TMB. Comme à Angers, l'usine traite les ordures ménagères de 250 000 habitants. Ici aussi, elles sont triées, séparées, valorisées. Pourtant, on ne voit pas de matière organique. Au bout de la chaîne, on ne trouve pas le fameux compost issu des poubelles. Apparemment, personne n'en a jamais vu. Alors je montre au directeur de Veolia au Royaume-Uni, celui que nous avons apporté de France. Comment est-ce que vous appelez ça en Angleterre? Ça n'a pas de nom en Grande-Bretagne. Ça ne vient pas de chez nous, nous on ne fabrique pas ça. Je comprends pas votre question. C'est du compost français, voilà, c'est ça. Et pourquoi vous n'en fabriquez pas? Il n'y a pas de marché pour ça. Ah, c'est une question de marché. En fait, pas vraiment. La Grande-Bretagne a fait un choix complètement différent du nôtre. Pour les Anglais, le compost issu des déchets ménagers est impropre pour les terres agricoles. Pas question alors de le vendre et encore moins de le fabriquer. La matière organique des poubelles sert directement de combustible pour le chauffage urbain et c'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu. Alors comment faire du compost qui soit de bonne qualité? Vous allez voir, c'est très simple. Viroflay, dans l'ouest parisien. Faut laver la tomate? Ouais, je veux bien que tu laves la tomate. Depuis 2 ans, Gaël et ses enfants ont pris une nouvelle habitude. Les épluchures, les restes de repas ne vont plus dans la poubelle classique, mais dans un seau. Eux n'ont pas attendu d'avoir un TMB pour faire du compost. Ils le font eux-mêmes et ça se passe beaucoup mieux. Il suffit simplement d'avoir un bac supplémentaire dans sa cuisine. C'est pas si contraignant que ça, parce que ce bioson, on peut se le... En fait, ça va se réduire, on peut se le garder une semaine, on n'est pas obligé de le jeter quotidiennement, donc c'est pas aussi... Et puis ça sent pas mauvais. C'est pas une contrainte supplémentaire. Ouais, voilà, c'est pas contraignant, ça sent pas, donc on l'oublie. Donc ça, c'est fait. Une fois par semaine, ce seau va directement au bas de l'immeuble, dans ces grands bacs. Voilà, tu l'étales un petit peu là, partout. Ouais, super. Aujourd'hui, c'est le jour de la récolte. Elle a lieu 2 fois par an. Une partie des habitants se retrouve pour passer au tamis les déchets qui ont longuement macéré. Attends, on va te les passer. Alors là, on tamise pour retirer les plus gros éléments qui n'ont pas encore réussi à se dégrader. Ce jour-là, ils vont récolter 200 kg de compost fait à partir d'environ 800 kg de déchets. Même si au départ, les résidents n'étaient pas très chauds pour se lancer dans l'aventure, c'est aujourd'hui un succès. C'est là qu'on va mettre notre compost? Et le compostage gagne du terrain. Super! 20% des foyers français ont pris cette habitude. Voilà pour ce reportage assez étonnant de Paul de Genève. Alors on est retour dans cet univers de tri sélectif avec vous, Estelle Bracciano. Vous êtes directrice de Veolia pour toute l'Europe du Nord. Vous êtes basée à Londres, mais vous supervisez nos déchets sur toute l'Europe du Nord. Poste important. Ces TMB, si vous êtes à Londres, vous en gérez des TMB. Moi j'ai découvert les TMB, je ne sais pas ce que c'était. Mais on se dit, tiens, c'est quand même bizarre, c'est des grosses machines, ça coûte cher, c'est sophistiqué. Elles font le tri qu'on ne fait pas, et à l'arrivée, on accouche d'un petit compost de rien du tout qui n'est pas bon en plus et qu'il faut remettre après à l'incinérateur. C'est pas logique tout ça. Moi, les TGMB, j'y crois. J'y crois pourquoi? Parce que, si on résume, il y a 50 ans, on mettait tout en décharge. Il y a 15 ou 20 ans, on a inventé le tri sélectif de nos emballages. On leur a redonné une deuxième vie. Et avec les TMB, on est en train de réinventer finalement la deuxième vie des épluchures, des restes de repas, des déchets organiques de nos poubelles. Donc c'est une évolution, c'est une innovation, c'est du progrès pour éviter encore une fois d'aller en décharge. Pourquoi vous ne le faites pas à Londres et vous le faites à Paris? On le fait à Londres aussi, mais les situations dans les pays, parce que les besoins dans les pays sont différents. En Angleterre, le besoin c'est quoi? C'est d'éviter de produire de l'électricité à partir de gaz ou de charbon. Et donc le TMB produit du compost qui sert en fait de fuel pour remplacer du charbon. Carburant. Le carburant, exactement, pour remplacer du charbon. Alors qu'en France,
Le problème numéro 1 qu'on a, c'est quoi? C'est que nos sols, à cause de l'agriculture intensive, ils manquent de matière organique. On se dit quand même, quand on voit ces grosses machines, je ne sais pas combien ça coûte un TMB, ça doit coûter assez cher comme investissement. Ça coûte des dizaines de millions. Bon, donc ça s'ajoute à notre facture. On se dit, est-ce qu'il ne serait pas plus simple, tout simplement, comme on le fait à San Francisco, on l'a vu tout à l'heure dans un reportage, de dire aux gens, vous avez une petite poubelle, ça c'est tout ce qui est organique, c'est tout ce qui est compost. Voilà, et on ne mélange pas avec le plastique et le carton, et c'est tout simple, et après ça va dans un camion spécial, et on n'a plus besoin de refaire le tri derrière. Pourquoi on ne fait pas ça? Le compost chez les habitants, c'est bien, mais je pense que nos téléspectateurs comprendront très bien que ça ne peut pas être généralisé partout. Imaginez au centre de Paris, dans des immeubles importants de grande hauteur, on a beaucoup de mal à imaginer d'avoir encore une poubelle de plus, encore des choses de plus. Ça marche très bien, le compost individuel, en zone rurale. Ça marche assez bien en zone pavillonnaire. Et dès qu'on commence à être en zone dense, on aboutit à un résultat qui est très médiocre. On n'arrive pas vraiment à collecter. Les habitants n'arrivent pas à mettre leurs épluchures de côté. Et donc le TMB, c'est pour qu'on fasse ça à leur place, à cet endroit, et qu'on redonne une deuxième vie aux épluchures. Un mot sur ce qu'on a vu au début de l'émission. On a vu un reportage sur les décharges, et notamment du côté de Villeneuve-Loubet, cette aberration qui consiste à avoir fermé cette décharge, qui avait pas l'air tout à fait aux normes, en tout cas parce qu'elle l'accueillait en termes d'hydrocarbures ou choses comme ça. Et puis on a maintenant transporté les déchets de Villeneuve-Loubet à Marseille. Et on explique au début de l'émission que bon, si on fait comme ça, c'est tout simplement parce que les gens ne veulent plus de décharge près de chez eux, comme ils ne veulent pas non plus d'incinérateurs. Comment est-ce que vous expliquez que vous êtes comme ça, vous avez mauvaise presse, quoi? On ne vous aime pas, vous, les gens qui géraient nos déchets? Moi, je crois que votre sujet ce soir et le débat de ce soir, il est là pour démontrer aussi, en toute transparence, qu'il faut qu'on voit nos déchets, il faut qu'on apprenne à vivre avec, finalement. Chaque habitant, vous, moi, nos téléspectateurs, ils produisent 375 kilos par an de déchets. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Il faut déjà qu'on essaie de faire diminuer ce chiffre, mais il faut qu'on essaie de faire mieux avec ces déchets. Peut-être que dans 10 ou dans 20 ans, il ne restera plus rien, mais pour l'instant, il reste quelque chose. Et le zéro déchet, vous y croyez ou pas? J'y crois, au zéro déchet, mais pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, peut-être plutôt dans 20. Et en attendant, il faut qu'on trouve une solution pour faire mieux avec les déchets qu'on produit. Quand on dit zéro déchet, ça veut bien sûr dire que le reste, tout est recyclé. Merci en tout cas à Estelle Brachlianoff d'être venue ici dans ce centre de tri pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne du côté de nos déchets. Voilà, on arrive au terme de l'émission. J'espère que vous aurez à peu près compris ce qu'il convient de faire de nos poubelles et comment les choses vont évoluer. Voilà, merci à ceux qui nous ont accueillis, merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit Thomas Auro et Joël Bruandé à la rédaction en chef, Lorraine Servant à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle les réseaux sociaux si vous voulez nous rejoindre et je vous annonce que la semaine prochaine on parlera des supermarchés, de la grande distribution. Comment font-ils pour nous vendre des produits toujours moins chers? À quel prix? Selon quel sacrifice? Qu'est-ce que ça cache en réalité? Eh bien, on se posera ces questions la semaine prochaine. Mais la soirée n'est pas finie sur France 2 et je vous laisse avec le concert de Laurent Voulzy. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr. Laurent Voulzy, live dans l'église Saint-Eustache. Comme son nom l'indique, un concert unique tout de suite. C'est ta maison? C'est chez nous. Moi, c'est Frédéric. Kitaran. C'est Harry qui m'a appelé Kitaran. Vous êtes de quel caste? Vous êtes de quel caste? Vous venez de quel village? Nos enfants et nos petits-enfants diront qu'il y a très longtemps, leur arrière-grand-père a reçu 2 Français dans son village et que ces Français s'appelaient Ketaram et Trikmaram. Frédéric Lopez et François-Xavier de Maison, chez les Raïkas du Rajasthan. Un rendez-vous en terre de légende. Inédit, mardi soir sur France 2. Retrouvez Rendez-vous en terre inconnue avec Vrai, produits laitiers bio. Je peux être heureuse sans amour, mais le travail, c'est ça qui fait que je m'épanouis. Aujourd'hui, dans ton travail, tu te sens épanoui? Bah non. Bah oui. J'en sais rien. Moi, j'ai pas de taf. Est-ce que tu as déjà pratiqué l'abstinence sexuelle, pratiquer l'amour dans un lieu public? Pratiquer la masturbation?
Moi, j'ai pas de taf. Moi, non, ça ne m'intéresse pas. Vous aussi, vous avez entre 18 et 34 ans. Participez à une grande enquête sur générationquoi.fr. Un événement France 2, Europe 1, Le Monde. Ready? Alcaline. Tous les jeudis soirs, rechargez vos batteries en nouveaux sons. Alcaline, c'est bien. Avec Alcaline Le Mag, la musique dure vraiment plus longtemps. Dès jeudi prochain sur France 2. C'est que de la musique, quoi. Calme-toi. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne-le là à Alcaline. Samedi soir, Laurent Gérard fait son grand show. Monsieur Sarkozy, vous passerez sur le grand show de Laurent Gérard? Bien sûr, je viendrai même en vélo, celui que vous m'avez prêté. Johnny, il y aura Nolwenn Leroy, tu as chanté avec elle? Je l'aime beaucoup. Avec la complicité de Michel Drucker, c'est en direct qu'il va brûler les planches. Bonsoir Céline. Tellement content. J'ai découvert un médicament miracle, le Viagra féminin. Je suis en pleine forme là, Michel. Attention à toi. Accompagné par un orchestre symphonique de 80 musiciens et entouré d'une pléiade d'artistes invités, il va mettre le feu. Il y aura le vrai Patrick Bruel. C'est super. Laurent Gérard fait son grand show. Une grande soirée de divertissement présentée par Michel Drucker, samedi soir sur France 2. Le grand show, Laurent. Le grand show, c'est pas forcément Dominique Strauss-Kahn. Retrouvez votre divertissement avec Orpi. Orpi, réseau d'agences immobilières. Tout à l'heure, je marchais rue Montmartre et une jeune fille est venue vers moi en me disant « Laurent, je viens vous voir chanter ce soir à Saint-Eustache. J'espère que vous allez chanter une chanson qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du Chœur Grenadine. » Et je lui ai dit « Cette chanson n'est pas prévue. Je ne vais pas chanter dans l'église Saint-Eustache le Chœur Grenadine ce soir. Non pas que je n'aime pas la chanson, mais je vais chanter des chansons qui rentrent en harmonie avec le lieu. » Elle m'a dit, bon, bah, c'est dommage. Alors, pour cette raison, je vais chanter le début. J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleu marine, un morceau de mon cœur et une voile. Dans un pays sucré doucement, je suis né dans le gris par accident. Dans mes tiroirs, dans mon sommeil, joli doudou sous le soleil, sous le soleil. On va me dire, est-ce qu'on peut chanter le Chœur Grenadine dans une église? Bien sûr qu'on peut chanter le Chœur Grenadine dans une église. Je pense pas que ce soit un blasphème. Je crois pas que de jouer ça, même si on est dans un presbytère, soit un blasphème. On peut même chanter Rock Collection dans une église, on peut même chanter Blue Suede Shoe dans une église. C'est que je le sens pas, tu vois? Je ressens plutôt qu'il y a des musiques et des mots dont l'effet émotionnel est magnifié parce qu'ils entrent en résonance dans certaines circonstances et dans certains lieux. Il y a quelque chose de particulier dans des endroits comme celui-là qui nous rend à la fois modestes et grandis, qui nous force naturellement à une attitude un peu contemplative. Lice and Love est mon rêve du Moyen-Âge légendaire, mystérieux, amoureux et un peu mystique. Je rêvais de jouer cet album dans des lieux uniques. L'église Saint-Eustache est un bel écrin.
Je rêve d'eau, mais d'océan à l'océan, au sud des vivres de pêche. Mais les rêves on les empêche. Jeter dans l'eau, jeter des filets dans l'eau. Un bateau, être heureux dessus, être heureux sur un bateau. Je rêve d'eau, mais d'océan à l'océan, pêcher des poissons dedans. Pêcher, pêcher, ici c'est faire des péchés, avoir le cœur empêché, faire mal. Pêcher là-bas, ce n'est que pêcher, devant les poissons moqueurs. Donne mon cœur, pou 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 pou, pêcheur. Pou 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 pou, pêcheur. Sous la lune et les étoiles, pêcher en bateau à voile. Rentrer le matin, soleil levant, ah oui le vent, pêcher des baisers dedans. Pêcher, pêcher, ici c'est faire des péchés, avoir le cœur empêché, faire mal. Pêcher là-bas, ce n'est que pécher, devant les poissons moqueurs. Donne mon cœur, rêver d'être meilleur aussi, un meilleur dans la vie qui se dépêche. Rêver d'être ailleurs qu'ici, être ailleurs, vivre simplement de pêche. Mais les rêves on les empêche. De l'eau fraîche, vivre d'amour